Le succès est quelque chose que l'on attire en devenant une personne attirante. Comment pouvez-vous devenir une personne attrayante sur le marché afin d'avoir les meilleures chances d'obtenir le meilleur emploi, le meilleur salaire, la meilleure opportunité de travailler avec les meilleures personnes, d'être bienvenu aux meilleures tables d'apprentissage et d'entreprise et de vous asseoir à la table de conférence de la promesse et de l'avenir? Voici quelques éléments à retenir. Cette première petite partie concerne le comportement acceptable et inacceptable. Une partie de notre éducation nous influence sur le marché, tout comme les compétences que nous avons développées. Vous avez peut-être dû aller à l'école pour travailler dans un certain secteur du marché. Par exemple, si vous voulez devenir médecin, vous devez fréquenter l'école appropriée. Il en va de même pour devenir avocat. Cependant, il y a maintenant un autre aspect qui nous affecte tous sur le marché et dont je veux parler ici, le comportement sur le marché. Il ne s'agit pas seulement de vos compétences, de votre éducation ou de ce que vous savez, mais également de votre comportement. La phrase clé à retenir est « les choses qui font de vous, de manière évidente, une bonne personne, une personne acceptable ou inacceptable ». Tout d'abord, nous devons tous étudier notre marché pour savoir ce qui est acceptable ou inacceptable. Abordons les choses les plus évidentes, ce qui nous mènera au reste de la liste. J'ai seulement 3 ou 4 points à couvrir, et ensuite vous pourrez réfléchir aux autres. Il est important de se souvenir d'une chose sur le marché. Vous devez adopter une attitude ultra conservatrice. Soyez ultra conservateur dans votre comportement, car cela détermine votre avenir, votre salaire et les cercles dans lesquels vous pouvez entrer ou non. J'ai quelques exemples ici et vous verrez où je veux en venir. Premièrement, votre langage. Le langage que vous utilisez sur le marché a beaucoup à voir avec votre salaire. Dans certains domaines, ce n'est pas entièrement vrai, car vous pourriez utiliser un langage grossier, raconter des histoires salaces et jurer toute la journée sans que cela n'ait d'impact. Si vous êtes entouré de gens qui jurent et racontent des histoires salaces, quelle différence cela fait-il? Aucune. Mais si vous souhaitez exercer vos compétences et vos capacités dans un autre segment du marché, il y a une chose que vous devrez peut-être ajuster, ou du moins surveiller de près, votre langage sur le marché. Notez bien ceci. Soyez ultra conservateur dans votre langage sur le marché, sinon vous risquez de perdre des parties du marché qui vous accepteraient volontiers, vous, votre produit et votre service, si votre langage n'était pas aussi inacceptable. Un homme dit « Eh bien, je raconterai des histoires cochonnes et je dirai des gros mots partout où je le voudrais ». Ce n'est pas forcément mal, mais cela vous coûtera dans certains domaines d'activité sur le marché. Cela vous coûtera cher. Prenons l'exemple d'un homme qui gagne 100 000 $ par an. Il pourrait facilement gagner 250 000 $. Les 150 000 $ restants disparaissent à cause de son langage grossier sur le marché. Il est inacceptable dans certains milieux. Il n'écoute pas son histoire, même s'il a quelque chose de bon à partager. Vous voyez où je veux en venir? Le langage sur le marché. Voici ce qui est le plus sûr. Gardez vos blagues pour le bar ou le pub. Ne les mettez pas sur la place du marché ou dans le cercle intérieur. Vous savez où toutes les histoires et autres choses peuvent être acceptables lorsque vous échangez des anecdotes. Mais sur le marché, il faut être très prudent. Changez de vitesse si vous avez un problème. Changez de vitesse, surtout sur le marché, et assurez-vous que cela ne vous coûte pas indûment une grosse part de votre marché. Il n'est pas question de perdre 100 ou 200 000 $ de revenus supplémentaires par an, simplement parce que vous êtes négligent avec votre langue sur le marché. De tous les endroits où il ne faut pas être négligent, c'est donc sur le marché en ce qui concerne votre langue. Vous voyez où je veux en venir. Ensuite, parlons des habitudes. Vous devez être vigilant à leur égard. Prenons l'exemple d'un fumeur qui entre dans un bureau et demande « Où sont vos cendriers ?» L'absence de cendrier indique qu'il ne faut pas fumer ici. Je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais de fumer, je dis simplement qu'il faut faire attention sur le marché à ne pas perturber, anéantir ou fermer la porte à un marché dont vous pourriez profiter simplement parce que vous êtes négligent dans vos habitudes. Je ne fume pas, donc je ne fais pas face à ce défi, sauf peut-être un cigare occasionnel après un repas exceptionnel. Dans certains endroits du monde, on sait encore comment préparer un cigare de gentleman. C'est une expérience intéressante, surtout pour le spectacle, à condition de savoir quel bout tremper dans le cognac, n'est-ce pas? Mais vous voyez où je veux en venir en ce qui concerne les habitudes. Zig Ziglar a parlé de l'homme qui était toujours en retard. Je vous le dis, dans certains cercles, si vous êtes en retard, vous n'êtes plus le bienvenu. Vous pourriez dire « J'ai toujours été en retard, si les gens n'aiment pas ça, tant pis ». Ce n'est pas grave d'avoir cette attitude, mais si cela vous coûtait 100 000 $ par an, ne changeriez-vous pas d'avis? C'est un prix trop élevé à payer pour le luxe d'une habitude que vous pourriez facilement corriger et ainsi profiter des avantages d'un marché qui vous a été fermé jusqu'à présent. C'est tout ce que je dis. Examinez vos habitudes et votre langage. En voici une autre correction. Votre tenue vestimentaire. Parfois, la tenue vestimentaire varie d'une région à l'autre. À San Francisco, un jour ouvrable, on ne s'attend pas à ce que vous soyez habillé comme à West Palm Beach. Si vous vous habillez comme à West Palm Beach un jour ouvrable à San Francisco, quelqu'un vous traitera de manière décontractée, n'est-ce pas?
Ce n'est pas une tenue appropriée. Il s'agit donc en partie de l'entreprise, en partie de la région, en partie de la localité et en partie de la communauté. Qu'est-ce qui est acceptable sur le marché? De manière conservatrice, qu'est-ce qui serait acceptable pour tout le monde? À San Francisco, être habillé de manière conservatrice. À West Palm Beach, vous pouvez porter une tenue d'affaires décontractée, parfaitement acceptable. L'essentiel est de le découvrir afin de ne pas vous priver d'un marché dont vous pourriez profiter, de clients que vous pourriez avoir et de personnes qui seraient heureuses d'adhérer et de faire partie de l'entreprise si ce n'était de ces difficultés. J'ai dû apprendre certaines de ces choses. Nous devons tous apprendre les bonnes manières et ce qui est acceptable. Les chaussettes blanches ne vont pas avec le smoking noir. Vous devez apprendre certaines choses. Et si un homme appelait les agriculteurs en smoking, le bruit se répandrait. Vous devriez voir ce clown! Voilà pour le côté sévère. Mais voilà ce que je vous demande. Vérifiez votre tenue, vérifiez vos vêtements, vérifiez votre attitude, vérifiez votre comportement, vérifiez votre langage, vérifiez vos habitudes, surtout sur le marché où vous êtes payé. Non, vous claquez les portes. Vous n'avez pas besoin de claquer. Vous n'avez pas besoin de vous priver d'opportunités que vous n'avez pas besoin de vous priver en ne prenant pas en compte certaines de ces choses. Encore une chose que j'ai trouvée importante. Faites de votre employeur, pas votre banquier. Je me suis demandé pourquoi j'avais perdu quelques opportunités, parce que j'avais demandé trop rapidement une augmentation. Je n'étais là que depuis 1 mois et j'ai dit « Pourrais-je avoir une avance ?» Un employeur dit « Wow, je pensais que nous avions engagé la bonne personne, mais ce type a déjà besoin d'argent supplémentaire. Il ne peut pas gérer ses affaires, il a besoin d'une avance. » Voici ce que je ne fais pas. Faire de votre employeur votre banquier. Faites de votre banquier votre banquier. Si vous avez besoin d'un peu d'argent supplémentaire, allez à votre banque. Allez quelque part, mais pas à votre employeur. Voici pourquoi. Un employeur est comme une opportunité. Et l'opportunité ne veut pas voir votre besoin. L'opportunité veut voir votre potentiel. Alors laissez l'employeur être l'employeur. Laissez le banquier être le banquier. Laissez l'ami être l'ami. J'ai découvert qu'il n'était pas très judicieux de faire d'un ami ou d'un parent un banquier. Savez-vous pourquoi vous consultez un ministre pour discuter de certaines choses? Pour qu'il ne les divulgue pas sur le marché. Et vous consultez votre médecin pour qu'il ne révèle pas votre état de faiblesse et de maladie. Ainsi, vous ne partagez pas votre maladie ou vos problèmes sur le marché. Vous en parlez avec votre médecin. Discutez de vos maladies et problèmes avec votre médecin. Retenez donc ceci. Il est important de montrer votre potentiel et de cacher vos besoins sur le marché, en particulier. Montrez votre potentiel, montrez votre volonté, montrez votre désir, montrez votre travail acharné, montrez votre éthique de travail et montrez votre attitude d'arriver tôt et de rester tard. Montrez tout cela, mais pas vos besoins. Le marché ne s'intéresse pas à vos besoins. Ensuite, abordons le code de conduite. Ce n'est pas une mauvaise idée de prendre un jour une feuille de papier et de noter quel est votre code de conduite. Qu'attendez-vous de vous-même? Il y a des choses que vous ferez et d'autres que vous ne ferez pas. Notez cette phrase. Ce pourquoi je veux être connu. Voici ce pourquoi je veux être connu. Ce n'est pas une mauvaise liste à établir, car nous construisons notre réputation jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et une opportunité mène à la suivante, en fonction de ce pourquoi nous sommes connus. Voici quelques-uns des éléments qui ne figureront peut-être pas dans votre CV. Vous savez que vous êtes allé à l'école, que vous avez acquis ces compétences, que vous travaillez pour cette entreprise, que vous y êtes resté 9 ans, etc. En outre, ce qui est vraiment important, surtout pour votre propre psyché, c'est de dresser une liste de ce pourquoi vous aimeriez être connu. Je voulais être connu pour avoir toujours fait de mon mieux. Je ne voulais jamais que quelqu'un soit déçu, du moins en ce qui concerne ma présentation. Les gens pouvaient être déçus par mes idées parce qu'ils pensaient que j'avais tort. Ils pouvaient être déçus par ma position parce qu'ils pensaient qu'elle n'était pas juste. Et ils pouvaient être déçus parce que je n'ai pas dit ce que je croyais, qui était contraire à ce qu'ils croyaient. Ils ont pu être déçus par cela, mais ils n'ont jamais été déçus par ma sincérité, jamais déçus par ma capacité à parler avec mon cœur et mon âme. Si vous avez la charge d'une partie de ma vie et que vous m'envoyez dans un autre pays, je vous promets de vous représenter de manière grandiose. Je vous promets que vous n'aurez pas à passer des nuits blanches à vous interroger sur Jim Rohn. Si vous l'avez envoyé à Paris, je veux que vous puissiez dire « Oubliez Paris, Jim Rohn est là. Il s'en occupera dans les règles de l'art. Il n'arrivera ni en retard, ni ivre. Il nous représentera bien. » Alors, si vous avez compris, bonne question. Maintenant, pourquoi veux-je être connu? Je veux être connu pour être à l'heure. Je veux être connu pour rester en retard. Je veux être connu pour n'ignorer personne. Je veux être connu pour mon aptitude unique à la conversation et à la présentation. Je veux être connu pour le fait que je m'occupe aussi bien des enfants que des adultes. Je veux être connu pour l'intérêt de l'entreprise et le mien. Je veux être connu comme celui qui aide à nourrir la poule aux œufs d'or. Je veux être connu pour mes compétences en matière de leadership. Je veux être connu pour mon attitude. Quelle serait cette liste si vous deviez l'adresser? Voici ce pourquoi je veux être connu. Dans l'intimité de vos pensées, quelque part, travaillez sur cette liste. Voici la réputation que je souhaite construire.
Maintenant, voici ce qui suit dans le cadre du développement personnel. Développer ces 5 aptitudes. Tout d'abord, la capacité d'absorption. L'un des grands défis que vous devez relever en étant ici, surtout pendant 3 jours entiers, c'est que certains d'entre vous vont avoir du mal à tout assimiler. Mais je vous demande de le faire. Dans un autre séminaire que je donne, voici une petite phrase que j'ai pour l'avenir. Soyez attentifs. Voyez si vous pouvez tout saisir, tous les mots possibles, toutes les idées possibles. Il est facile de laisser son esprit vagabonder, n'est-ce pas? Et de ne pas vraiment se concentrer, alors que passer du temps avec Zig et profiter de ses activités rendent ces jours extraordinairement précieux pour vous. Absorbez l'atmosphère, absorbez le drame de l'occasion, absorbez l'esprit de l'occasion, absorbez les raisons de venir ici, puis les raisons de rentrer chez vous et de faire la différence. Absorbez la variété des voix que vous allez entendre ce week-end et absorbez les idées provocatrices, ainsi que celles avec lesquelles vous êtes d'accord. Absorbez tout cela. Faites-le en écoutant attentivement, en prenant de bonnes notes, en discutant les uns avec les autres. Encore une chose, absorbez les drames des uns et des autres. Vous allez avoir la chance de rencontrer d'excellentes personnes ici. Les perdants ne paient pas ce genre d'argent pour venir à des séminaires. La raison pour laquelle le prix est élevé, c'est que vous aurez une excellente chance de rencontrer des gens très bien, même s'ils ont emprunté de l'argent pour venir. Au moins, ils savaient comment s'y prendre. Quoi qu'il en soit, ne partez pas sans avoir rencontré des gens. Voici la suite. Écoutez les témoignages. Il se peut que vous puisiez dans le témoignage de quelqu'un des idées qui seront tout aussi précieuses que ce que je partage depuis cette tribune. Et parfois, un mot prononcé en privé dans le témoignage unique d'une personne est si puissant. Il est tout aussi puissant que tous les mots prononcés par le présentateur. Alors ramenez tout cela chez vous. La clé est d'absorber la chance d'un nouveau départ. Je ne sais pas où vous en êtes en ce moment. Nous sommes en quelque sorte au milieu de l'année. 6 mois pour se préparer pour les 6 derniers mois. Si vous faites une pause au milieu de l'année pour contempler le passé et penser à l'avenir, si vous réfléchissez un moment aux idées que vous avez déjà entendues et si vous vous attendez à en entendre d'autres, comment cela pourrait-il créer pour vous un nouveau départ? Il y a tellement de façons de créer un nouveau départ si vous y réfléchissez ou si vous pensez aux moyens automatiques de créer un nouveau départ. En voici une bonne liste. Au début de la journée, c'est une toute nouvelle journée. J'aime me lever tôt maintenant. Avant, je me couchais si tard que je me levais tard. J'avais l'habitude de dire, si le bon Dieu voulait que vous voyiez le lever du soleil, il l'aurait fait plus tard dans la matinée. Mais maintenant, je ne le fais plus. J'essaye de me coucher le plus tôt possible. Parfois, ce n'est pas facile, surtout quand on voyage et avec le décalage horaire et tout le reste, vous savez, autour du monde, mais j'essaie de me lever tôt le matin. Ce qui est unique quand on se lève tôt le matin, c'est qu'on n'a pas encore gâché sa journée. Je veux dire, elle est juste là, elle est prête, fraîche. C'est comme naître à nouveau, un nouveau jour. C'est comme naître à nouveau, une chance pour un nouveau jour, une nouvelle vie. Vous n'avez jamais vécu ce jour auparavant, seulement dans votre esprit, en élaborant des plans. Mais vous n'avez jamais réellement marché dans ce jour auparavant. Vous avez maintenant la chance de voir le soleil se lever et d'entrer à grands pas dans cette nouvelle journée en vous appelant vous-même, en devenant une nouvelle personne. Quel que soit le petit truc que vous devez apprendre, c'est un nouveau jour pour moi, c'est une nouvelle vie pour moi. Ensuite, au début de la semaine, vous savez que le 7e jour, je pense qu'il a plus d'un but, le 7e jour. Prenez donc note de la meilleure façon d'utiliser le 7e jour. Il est dit 6 jours de travail à faire des miracles, à transformer les pensées et la foi en réalité. Puis, après 6 jours de miracles, de concrétisation des idées, il est dit de prendre le 7e jour, et oui, le 7e jour peut être consacré à la spiritualité. Oui, le 7e jour peut être consacré à la contemplation de Dieu. Oui, le 7e jour peut être consacré au culte. Oui, le 7e jour peut être consacré à un temps de repos. Oui, le 7e jour peut être consacré à la famille. Oui, le 7e jour peut être consacré à un changement de rythme. Mais voici une bonne idée pour le 7e jour. Revenez sur les 6 derniers jours et préparez-vous pour les 6 suivants. Vous faites juste une pause ce 7e jour parce que j'ai un autre petit morceau à ce sujet dans cette liste de 5. Et peut-être que maintenant, au milieu de l'année, après être venu ici pour ce week-end, au milieu de l'année, vous pouvez penser à des moyens de rassembler ce qui vous est arrivé depuis le premier jour de l'année jusqu'à maintenant. Les drames, les déceptions, les hauts et les bas, le mélange, le marché boursier et tout ce qui vous est arrivé, vous savez, au cours de ces 6 derniers mois, et vous direz « Je vais rentrer chez moi et prendre un nouveau départ. Je ne serai plus le même après ce week-end. » Vous pouvez conclure cela, et je vous promets que les journées peuvent être si extraordinaires que vous ne pourrez pas y croire. Alors absorbez tout, ne manquez rien, ni le son, ni la musique, ni les paysages, ni l'atmosphère. Mon ami Bill Bailey a ce don extraordinaire. Il ne rate rien. Il vaut mieux qu'il aille à Acapulco, qu'il revienne et qu'il vous en parle, plutôt que d'y aller vous-même. En effet, s'il y va, il ne manquera rien. Il s'imprégnera de chaque détail, de chaque personne rencontrée, de la nourriture et des arômes, des paysages et des sons, des couleurs et des gens de la campagne. Et puis il a le don de la langue. Lorsqu'il rentre chez lui, il peut vous le raconter.
Quand il parle, vous pouvez sentir le clapotis de l'eau sur vos pieds, vous pouvez sentir l'arôme des aliments, vous pouvez voir les couleurs et les gens. 2 dons pour l'obtenir, un second don pour le partager et le mettre en mots dynamiques en n'omettant aucun détail. Car il ne faut pas oublier que le drame est dans le détail. Une femme me dit « J'ai perdu 20 kilos ». Je lui réponds « C'est tout? C'est la fin de l'histoire ?» Elle m'a répondu « Oh non, il y a bien plus que ça dans l'histoire ». Et j'ai dit « J'apprécie le chiffre, mais donnez-moi les détails. Que se passait-il dans votre vie avant ?» Elle me répond « Eh bien, une misère à ne pas en croire ses yeux. Je sais que j'ai raté 3 bons emplois parce que j'avais trop de kilos. » Et je lui dis « Comment vous sentez-vous maintenant ?» Et elle s'est mise à pleurer. C'est ce que je veux entendre, les détails, les drames et les détails. Donnez-moi les chiffres, oui, mais que signifie ce chiffre? Pour certaines personnes, le chiffre signifie tout. Avant et après le nombre signifie tellement de drames que vous ne pouvez pas croire avant et après, avant le jour et après le jour. Donnez-moi les détails, absorbez, ne manquez rien. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.